Il est 21h01 à Kong et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Après l'élection du président Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football, eh bien, la fédération vient de trouver le nouveau sélectionneur et son adjoint. C'est pour cette raison que ce soir, le thème que nous vous proposons pour ce numéro 13 de troisième mi-temps est Jean-Louis Gasset, le bon choix. C'est un point d'interrogation et nous allons tenter de trouver quelques pistes et quelques réponses pour vous. Bonsoir à vous, messieurs les consultants, vous qui êtes avec moi. Bonsoir. Kader, bonsoir. Bonsoir, Sébastien Ounier. Bonsoir également à vous, M. Seyda Kouri. Bonsoir, Sébastien. Et enfin, bonsoir, Titi Aimé. Bonsoir, Sébastien. Merci, messieurs, d'être avec nous et nous allons parler donc largement de ce thème. Alors, pourquoi, alors, messieurs, Seyda Kouri, pourquoi autant de mystères autour d'un choix déjà fait? Eh bien, moi, je serais tenté de répondre en disant que Idriss Diallo voulait montrer une fois de plus que cette décision serait de manière collégiale. Il voulait montrer à la face des Ivoiriens que cette décision n'était pas prise de manière unilatérale par un seul individu. Il voulait associer pas mal de gens à cette décision pour montrer un peu la clarté dans sa vision des choses. Et c'est la raison pour laquelle il a mis en place ce comité avec Cyril Domoro, Alain Guamene, Kaye Oulaï et les trois vice-présidents pour montrer que ce choix n'était pas le choix d'Idriss Diallo tout seul. Et donc c'est dans cette optique qu'il a mis en place cela. Maintenant, comme on dit, on peut mettre cela en place et par derrière et tirer les ficelles véritablement. Je pense que quand on nous a dit dès l'instant que la shortlist, c'était Jean-Louis Gasset qui était libre et que les deux autres étaient sous contrat, les dés étaient déjà pipés. Maintenant, comme vous le dites, on a voulu montrer aux Ivoiriens qu'on est démocratique, qu'on écoute tout le monde avant de prendre cette décision. C'est un peu cela. Maintenant, ce choix, comme les 26 millions d'Ivoiriens, ce choix est discutable. Parce que, pour nous, il fallait nous montrer quels sont les entraîneurs qui avaient postulé. On ne l'a jamais su. Mais on a entendu par là qu'il y a eu Philippe Troussier, Andrés Villas-Boas, Tony Conceição, et on nous parle de Jean-Louis Gasset. Alors, quand on sait que les noms qu'on a entendus ont un passé africain, certains ont une expérience africaine, ont été sélectionneurs africains, et qu'on a dans une échéance très proche, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique, on se pose des questions pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la Maison de Verre? Parce qu'un entraîneur sexagénaire de 69 ans, qui n'a aucune expérience africaine, qui n'a jamais coaché en Afrique, qui a été toujours dans l'ombre de Laurent Blanc, certes, il a eu l'équipe de France au sorti de l'échec de Naïsna en Afrique du Sud, où ils ont pris une génération de 2011 à 2014 avec une quart de finale au Brésil. C'était la génération Benzema, Jérémy Ménez, Franck Ribéry et autres. On sait qu'est-ce que ça donnait. Il a été toujours dans l'antichambre de Laurent Blanc. Quand on l'a mis seul comme entraîneur, que ce soit à Saint-Étienne ou à Bordeaux, on a vu la catastrophe. Alors, un monsieur de 69 ans qui vient coacher une équipe nationale qui aura la lourde charge d'organiser une Coupe d'Afrique dans quelques mois. Après l'échec de 84 au premier tour, la Côte d'Ivoire n'a pas envie de sortir par la petite porte. Alors pourquoi prendre un novice africain, malgré son âge avancé, pour coacher l'équipe nationale? C'est là mon interrogation. Européen, hein, parce que... Bah oui, il n'a jamais coaché l'Afrique. D'accord. Alors, monsieur Titi Aimé, pourquoi autant de mystères? On a passé tout le temps à parler de Jean-Louis Gasset. Pourquoi autant de mystères alors que le choix avait été déjà fait? Oui, mais Sébastien Ounier, je vous ai dit ici que gouverner, c'est anticiper. Et d'ailleurs, je pense que le président Idriss Diallo aurait été très mal inspiré s'il n'avait pas déjà contacté un certain nombre de sélectionneurs avant de prendre le pouvoir. Voilà. Et il a voulu montrer aux Ivoiriens, je confirme, moi, qu'il a voulu montrer aux Ivoiriens qu'il veut gérer dans la transparence. Et donc, ils mettent un comité sur pied pour choisir un sélectionneur. Mais en même temps, je me pose la question, puisque si j'en crois au dire de
Serge Dakouri, dans cette commission, il y a un certain Guaméné Alain. Il y a un certain Guaméné Alain. Alors, Guaméné Alain ne peut pas être dans cette commission et lui-même postuler. Comme entraîneur. Donc, ça me conforte encore dans mon idée que cet entraîneur, avec lui, il y a eu déjà des discussions. Je me souviens qu'en 2020, Jean-Luc Gasset a fait une interview dans un journal français où il exprimait son désir de coacher les éléphants. Je pense que c'est en ce moment-là qu'il a été contacté. C'est en ce moment-là qu'il a été contacté. Et donc, pour mettre... en fait, on nous a entraînés sur une fausse piste j'allais dire... démocratique. Voilà, de transparence, alors qu'en réalité, il n'en est rien. La preuve, c'est maintenant, après avoir choisi Gasset, que la liste des postulants, des soi-disant postulants, sort. On a voulu ruser avec nous, mais nous sommes quand même matures et nous pouvons lire certaines choses avant qu'elles n'éclatent. Alors, Kade Guilavogui, vous avez eu quelques jours, plus de 6 jours quand même, après l'annonce du choix de l'entraîneur, qui est Jean-Luc Gasset. Est-ce que ça vous a surpris que ce soit cet entraîneur, avec tout ce qui avait été dit, et finalement c'est lui? Surpris, je ne dirais pas oui, je suis surpris ou non, mais je pense que la fédération se devait de faire un choix. Le président Idriss Diallo, avec son comité exécutif, ont planché sur la question. C'est vrai qu'il y a l'urgence de la CAN qui arrive, parce que c'est pas oublier que la Côte d'Ivoire va habiter cette compétition-là. On se devait de trouver un entraîneur qui est capable, comme il l'a dit, le président, de remplir cette mission commando, c'est-à-dire gagner cette CAN-là, parce que l'objectif majeur, c'est de gagner la CAN. Non, atteindre au moins la demi-finale. C'est ce qu'il a dit. L'objectif... C'est un objectif minimaliste, d'ailleurs. Il a dit atteindre les demi-finales. D'accord. Bon, j'ai cru entendre gagner la CAN. Gagner la CAN avec, il a pu rectifier avec Gasset, parce que son contrat, sa suivi dépend des résultats qu'il va obtenir avec cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, quand vous parlez de cachotterie, je ne pense pas qu'il y ait cachotterie. Parce que quand vous regardez le délai de la date de la passation de charge à la nomination, il ne s'est pas passé 1 mois. Alors que par le passé, il y a eu des nominations qui ont duré dans le temps. Donc je ne sais pas pourquoi on parle de cachotterie, de suspense, machin. Non, moi je pense que toute nomination à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire déchaîne les passions, suscite un intérêt particulier parce que le football est une religion en Côte d'Ivoire et on le sait. Après, est-ce qu'il y a une volonté de cacher quelque chose? Je ne le pense pas. Je pense que le président a voulu, comme il a dit, pour un souci de transparence, faire un appel d'offres où des sélectionneurs, des techniciens ont postulé. Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous que dans cette liste-là, il y avait des techniciens qui méritaient, comme Gasset, de devenir sélectionneur. Je vais citer peut-être, par exemple, Sébastien Desabre, qui est passé par la SEC, qui est allé au Coton Sport de Garoua, qui a entraîné l'Ouganda, qui a fait un très bon parcours avec cette équipe ougandaise-là, qui est arrivé jusqu'en 8e de finale et qui a titillé le Sénégal, qui par la suite a joué la finale, malheureusement perdue. Avec lui, Christian Gourcuff, qui a entraîné l'Algérie, qui a fait une belle CAN en 2015. Souvenez-vous, cette équipe nous avait fait souffrir terriblement, même si on a gagné 3-1 dans le jeu, on avait été ballotté parce que Gourcuff avait mis en place une belle équipe. Et c'est cette équipe-là que Belmadi a repris et puis par la suite a gagné. Donc voilà autant de techniciens qui auraient pu, comme Gasset, bénéficier, n'est-ce pas, de ce poste-là. Mais Gasset, je l'avoue, être l'homme du moment pour moi, parce qu'on parle de son titre, de son passage en tant qu'adjoint à Bordeaux, mais on oublie qu'à Bordeaux, si Laurent Blanc lui a fait appel, c'est bien parce qu'il avait cette science-là, cette science tactique, cette maîtrise. Il avait cette capacité à faire évoluer les joueurs ensemble, à constituer une vraie équipe. Bordeaux a fini championne. C'est bien avec la patte de Gasset. Et ça continue. Et bien avant, il y a eu l'Espagnol Barcelone avec Luis Fernandez. Je ne suis pas sûr que ces deux techniciens-là soient assez fous pour aller chercher un individu qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les capacités pour les accompagner dans leur mouvement. Je pense que Gasset a les qualités, il a les compétences pour entraîner ces éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut attendre, avant de le juger, sur ses performances, sur ses qualités, de voir ce qu'il est capable de faire. Mais pour ce qu'il a montré avant, pour moi, il est l'homme de la situation. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tout cas, je vous félicite, hein, monsieur Kade Guilavogui, parce qu'à un moment donné, j'étais seul ici dans ce studio, face à monsieur
Magoula Diop, Aimé Tchétché et Seyd Dakouli. On a été constant dans notre logique. Vous avez été constant. Et on va vous dire pourquoi nous sommes constants. Allez-y, dites-moi pourquoi vous êtes constant. Dans le timing de la fédération, il y a eu des rendez-vous manqués. Ils nous ont donné des dates pour nous donner le nom du sélectionneur. Ça, ce sont des hésitations. On a tergiversé. Voilà, il y a eu 3 rendez-vous. Non. Pendant combien de temps? Ils ont donné 3 rendez-vous pour donner la date du sélectionneur. Et ces 3 rendez-vous n'ont pas été respectés. C'est au 4e rendez-vous qu'on a eu le numéro, qu'on a eu le sélectionneur. Donc déjà, souffrez qu'on dise que dans la manière, le timing, les rendez-vous donnés aux Ivoiriens pour donner le nom ont été ratés plusieurs fois. Donc c'est dû à quoi? Est-ce l'hésitation de ce comité de réflexion? Pourquoi a-t-on caché le nom des autres postulants? Ça aussi, c'est là. Si vous voulez faire de la transparence, vous faites la transparence de bout en bout. Les 22 sélectionneurs, les 22 postulants n'ont jamais été connus. C'est les 3 de la shortlist, on a sorti un individu. Alors pourquoi autant de mystères sur les autres postulants? C'est la question qui a été posée. C'est la question qu'on a posée mercredi dernier, malheureusement il n'était pas là. Donc je veux dire, non seulement les rendez-vous pour donner le nom du sélectionneur, il y a eu des rendez-vous manqués. C'est dû à quoi? Ça, c'est la première faille. Le deuxième élément, on n'a jamais connu le nom des autres postulants. C'est par des informations cherchées ici et là qu'on a eues. On sait par contre que le premier choix du président, c'est Hervé Renard. Mais on ne pouvait pas s'aligner sur le salaire que propose l'Arabie Saoudite. On sait qu'Hervé Renard était le premier choix de l'entraîneur par des informations que nous avons eues. Par les agents d'Hervé Renard. Mais Hervé Renard a qualifié l'Arabie Saoudite et le salaire que l'Arabie Saoudite donne à Hervé Renard, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'aligner. Mais je veux dire, quand on veut être transparent, on donne toute la liste des postulants. On n'a jamais su. Il y a eu un mystère total. Sans oublier les 3 faux rendez-vous manqués. Ça, on peut le dire aux Ivoiriens. D'accord, oui. Mais Après, alors, oui, M. Tchétché, allez-y. Alors, vous êtes subitement d'accord, j'allais dire, vous êtes d'accord avec Kader Guilabogui sur... Je ne suis pas d'accord. J'ai ma pensée. Hein. Oui, mais je vous l'accorde. J'ai ma pensée. Je vous l'accorde. Ne dites pas que j'ai... D'accord, je suis d'accord. Alors, allez-y. Pour vous, Gassé, c'est un bon entraîneur. Allez-y. Moi, je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 23 participations ou 24 participations à une Coupe d'Afrique des Nations. 3 Coupes du Monde successives. Nous avons connu des entraîneurs. Il y en a qui nous ont marqués. Yeo Martial, Hervé Renard, Henri Kasperzak, Zawi François. On les a applaudis à leur nomination. Mais il y en a qui sont passés carrément à côté. Quand on a une sélection qui a 23 participations et 3 Coupes du Monde à son actif, et en tant que sélectionneur, c'est un prestige. C'est un prestige. Donc il faut faire attention dans le choix de nos sélectionneurs. Avec la parenthèse de Baumel qu'on a connue ici, pour moi, on aurait pu avoir un sélectionneur à la sauce ivoirienne. Au lieu d'aller chercher un entraîneur importé, c'est difficile à concevoir. Maintenant, le haut fait d'armes de Jean-Luc Gasset, c'est quoi? Jean-Luc Gasset a terminé 4e du championnat français en 2018-2019, quand il remplaçait Julien Sablé. 14e ou 4e? 4e. Avec Saint-Étienne. Avec Saint-Étienne. Oui. En 2017-2018, il est adjoint de Julien Sablé. Suite à 6 matchs, 6 défaites consécutives, il est balayé, Julien Sablé, et Gasset prend la relève. Un an plus tard, une saison plus tard, il termine 4e du championnat et il qualifie Saint-Étienne pour la Ligue UEFA. Europa. Voilà son haut fait d'armes. Si au total, après 23 ans de carrière, 267 matchs, dont 99 victoires, 60 nuls et 808 défaites, on est quand même de s'inquiéter. Voilà pourquoi nous nous inquiétons. Alors la question que je vais poser juste une question. Voilà pourquoi nous nous inquiétons. Vous allez poser votre question. Allez, vous avez la parole. Allez-y. C'est vous qui vous posez les questions. Allez-y. Je vais vous écouter. Maintenant, laissez-moi terminer. Allez-y, terminez. Et après cela,
il prend sa retraite. Il prend sa retraite. Vous lui donnez une retraite, il n'a pas dit qu'il a pris sa retraite. Si, c'est après Bordeaux qu'il prend. C'est vous lui qui donnez la retraite. Après Saint-Étienne qu'il va à la retraite. Non, vous lui donnez une retraite, il ne vous a jamais dit qu'il était à la retraite. Mais il l'a dit dans un journal. Je peux vous citer ce qu'il a dit. Il a dit... C'est dans un journal. Il a dit... Non, écoutez-moi. C'est dans un journal. Je peux vous citer le journal et la date. Allez-y. Je peux vous citer le journal et la date. Allez-y. Dans l'équipe, le journal L'équipe, du 20 janvier 2020, il disait « On ne peut plus rien me proposer qui peut me retenir contre ma famille. Moi, j'ai envie d'aller me reposer avec ma famille. » Effectivement. C'est comme ça qu'il est parti. Moi, je veux rebondir sur ce qu'il disait. C'est comme ça qu'il est parti. On ne peut plus rien. Oui, mais on a le temps, il ne pleut pas. On a le temps, vous allez parler. Oui, mais vous ne devez pas me monopoliser. Je ne monopolise pas, je vous donne des faits. Allez-y, allez-y, et puis vous laissez les autres parler. Je vous donne des faits. Oui. Moi, je vois dans la nomination de Gassé un coup à la Henri Michel que le président veut nous préparer. Voilà, parce que le président Idriss Diallo a dit lors de son interview, dans son conférence de presse, il a dit, quand nous sommes allés chercher Henri Michel en 2006, il y a eu une levée de bouclier. Mais Henri Michel a gagné, alors qu'il n'avait pas un CV extraordinaire. Par rapport à Gassé, il a gagné. Après, tout le monde était content. En tant que footballeur d'abord. Donc, c'est la même chose qu'il veut faire. D'accord. Alors, je suis d'accord avec vous. Allez-y. Je voudrais rebondir sur les propos de Aimé Tchétché, notamment sur la déclaration de Gassé. Quand il dit que rien ne peut me faire revenir au football, rien ne peut m'éloigner de la famille. Mais justement, le projet de la Côte d'Ivoire que lui propose le président Idriss Diallo fait qu'il revient sur sa décision. Ça, c'est un point. Quelqu'un qui avait pris sa retraite, qui décide de venir, c'est parce que le challenge ivoirien est important. Deuxième chose, on me dit qu'il n'a rien gagné. Il n'a rien fait, il n'a pas pris de sélection avant de venir. Mais on a oublié en 68, en 70, qui était l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire à cette époque? C'était Peter Sniger. Il avait entraîné où? Quels étaient ses faits d'âme? Ça ne l'a pas empêché de faire. Non, s'il vous plaît. Le football était ce qu'il était. S'il vous plaît, vous le laissez finir. Est-ce que ça l'a empêché de faire 2 demi-finales en 68 et en 70 avec les éléphants? Non. Vous avez parlé de Kasper Zak. En tant que footballeur? Kasper Zak, en tant qu'entraîneur, quand il est arrivé, quel était ses résultats avec les éléphants? C'était la première sélection qu'il prenait en termes de sélection. La Côte d'Ivoire était la première sélection. Il a fait quoi? Demi-finale, on a fini 3e, on a fini meilleure équipe en 94, avec un jeu qui aujourd'hui reste encore dans les mémoires. Est-ce que ces entraîneurs avaient prouvé ailleurs? Non. Tout près de nous ici, et plus récemment, Djamel Belmadi, qui a gagné avec l'Algérie, est-ce qu'il avait entraîné une sélection? Non. Donc arrêtons. Arrêtons. On parle de son âge. Si on doit lier la performance d'un entraîneur à son âge, je pense qu'il y a beaucoup qui ne seraient pas devenus entraîneurs. Youp Heynckes avec le Bayern a gagné à quel âge? Avec la soixantaine passée. Oui, mais le Bayern, c'est... Mario Zagallo, à la Côte d'Ivoire n'est pas une institution. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas une institution. La Côte d'Ivoire n'est pas une institution. On parle de 23. Mais justement, mais je cite. Mais je cite les sélections. S'il vous plaît. Mario Zagallo, avec le Brésil en 94, il avait passé. Vous parlez de l'âge. Vous parlez de l'âge. Mais je vous dis, l'âge ne peut pas être un handicap à la performance d'un entraîneur. L'âge ne peut pas être un handicap. Quand on me parle d'âge, je dis non, que c'est trop réducteur. Mario Zagallo avait passé la soixantaine quand il a gagné en 94 avec le Brésil. Del Bosque avait passé la soixantaine quand il a gagné avec l'Espagne en 2010 et en 2012. Mais vous parlez d'âge, tantôt vous parlez d'âge, tantôt vous parlez de passé. Et je dis aussi que Kasper Zak n'avait pas de passé, mais il a gagné. Écoutez-moi bien. Mais attendez qu'il finisse. Non. Ne demandez pas, ne bougez pas celui qui a la parole. Il ne faut pas juger un entraîneur à cause de son âge ou à cause de sa méconnaissance du football africain. Oui, il y a une méconnaissance. Je le dis aujourd'hui. Le football africain. Qu'est-ce que c'est que le football africain? Le football africain, c'est quoi exactement? Il est différent du football international? Jouer au football, monsieur. Attendez, c'est dommage. Nous sommes journalistes. Non, monsieur Seyd Dakouri. Monsieur Seyd Dakouri. On ne va pas nous faire. Monsieur Serge Dakouri. En 2022, le football africain, c'est quoi le football africain? En 2022. C'est quoi le football africain? Il faut qu'on nous dise. Le football africain, c'est quoi la particularité? S'il vous plaît. C'est quoi la particularité du football africain? Parce que s'il te plaît, laisse-le répondre. Non, Serge. C'est quoi la particularité du football africain? Il faut qu'on nous dise aujourd'hui. Le football africain, le football européen, il faut qu'on nous dise s'il te plaît ça. Mais expliquez-nous. C'est quoi la différence? Kader, s'il te plaît. C'est quoi la différence? S'il te plaît, Kader. C'est quoi la différence? Kader, s'il te plaît. Je suis curieux d'attendre, je suis curieux de savoir la différence entre le football africain et le football européen. Je veux savoir. Kader, s'il te plaît. Ok. Monsieur Seyd Dakouri. Oui. Attendez qu'on vous donne la parole. D'accord. Parce que si vous voulez faire le débat de cette façon, on n'entendra pas ce que vous allez dire. Lui aussi, quand il va parler, on ne va pas entendre. Donc, laissez, on vous donne la parole, vous développez. Maintenant, après avoir fini de développer, si lui, il a quelque chose à dire, on lui donne la parole, vous écoutez. Allez-y, développez votre argumentaire.
D'abord, il y a un élément sur lequel je veux... Non, vous n'avez pas la parole. Non, d'abord, il y a un élément sur lequel je veux m'attarder. Oui. Il est simple. Quand on est sur un plateau de télévision, lui, il est international ivoirien. Je regrette, de 70 jusqu'à aujourd'hui, le football a évolué. Ce n'est plus la même chose. Vous avez parlé de Peter Schillinger. Oui, en 70. Demandez-lui, la configuration des joueurs, c'est une configuration locale. Avec des Kalé Biali, des Kalé Biali, des Laurent Pokou et tout. C'était du talent local. Le technicien allemand qui est Peter Schillinger a eu le mérite de pouvoir rentrer dans les réalités africaines avec des joueurs qui n'étaient pas professionnels et pouvoir réaliser les performances qu'il a. Aujourd'hui, les données ont changé. Quand on dit football africain, en 1970, c'était du football africain. Quand tu parles de Pokou Laurent, il n'avait jamais émigré en Europe. Quand on parle de Kalé Biali, il n'avait jamais joué en Europe. Mais il n'en demeure pas moins que cette équipe-là a eu le mérite d'aller très loin avec Schillinger. Quand on parle de football spécifiquement africain, on sait que le langage du football est universel, mais il y a une particularité africaine en ce sens que l'environnement, les terrains, la préparation n'est pas la même et n'est pas aussi efficiente qu'en Europe. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi on parle de contexte africain? Mais quand vous prenez un Européen qui va aller jouer, par exemple, au stade Kamalondo, qui voit des vestiaires qui ne sont pas comme à Clairefontaine, qui voit une préparation plus ou moins qui n'est pas professionnelle. On connaît comment nous nous préparons en Afrique. Il a connu Clairefontaine. Il n'a qu'à aller voir la maison de verre qui est à Trècheville et voir nos installations. Déjà, nos installations, c'est déjà un problème. Donc, un Européen qui vient en Afrique, il vient dans un autre contexte. Les infrastructures ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, quand on parle de football spécifiquement africain, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Oui. Il y a combien de ballons, il y a combien de préparations on fait? La diététique, la diététicienne, comment on mange, tout ça, ça rentre en ligne de compte. S'il y a un contexte spécifiquement africain, lui, il a connu Clairefontaine en 2010 et 2014, après l'échec de Romain Domenech et Raymond Domenech. Il vient en Côte d'Ivoire, il va voir comment nous nous entraînons, dans quelles conditions nous nous entraînons, qu'est-ce que nous mangeons, quelle est la préparation en africain. C'est pas pareil en Europe. Là-bas, c'est, comment on appelle, c'est carré, c'est polissé, c'est clair. Ici, nous naviguons à vue. Nous n'avons pas de préparation efficiente. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous demandez à la Fédération française en 2030, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils vont te dire le jeudi 2030, voilà ce que nous avons à faire. Vous allez demander à une fédération africaine qui n'est jamais préparée, on ne va jamais te dire qu'est-ce que... Parce que là-bas, c'est minutieusement préparé, on anticipe à court, à moyen et long terme. En Afrique, on navigue à vue. Vous prenez un blanc de 69 ans, qui n'est jamais venu en Afrique, qui va prendre une sélection, qui organise une Coupe d'Afrique. Il y a une pression énorme de 26 millions d'Ivoiriens qui veulent gagner la Coupe d'Afrique. Il vient dans un environnement nouveau, mais il y a un contexte africain dont il faut tenir compte, même si le langage, le football est universel. Ça, il faut le dire. Mais pourquoi encore prendre des entraîneurs alors qu'il y a certains qui ont coaché en Afrique? Je prends l'exemple de Tony Conceição. L'exemple est récent. Le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique. Il a amené le Cameroun jusqu'en demi-finale, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec Philippe Toussier, c'est vrai, quand il est venu, on ne le connaissait pas, mais il a réalisé des performances avec la SEC. Il a pris le Burkina qu'il a envoyé en 2018, et en 98, en demi-finale. Il a gagné la Coupe d'Asie en 2019. Pourquoi avoir des CV d'entraîneurs qui ont un passé africain, qui ont une expertise du football africain, les mettre en touche et prendre ce sexagénaire de 69 ans, parce que pour vous, il a des qualités à 69 ans. Celui-là peut-il résister au palu et à la température africaine? Il ne va pas tomber malade. Allez. D'accord, on a fait le... mais allez-y. Nous n'allons pas plus vite que la musique. Allez-y. Vous nous avez demandé, est-ce que... Les Français, même les meilleurs entraîneurs sont connus en France. S'il te plaît, Serge, est-ce que vous nous avez demandé si Gassé est le bon choix? Voyez-vous? Nous, on n'est pas pressés. On sait qu'on aura le jugé déjà le 3 juin. Ah! Donc, on n'est pas pressés et personne n'a dit qu'il ne remporterait pas la Coupe. Hein. Personne n'a non plus dit qu'il remporterait la Coupe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Allez-y. Vous nous amenez quelqu'un, ce sont les chiffres qu'on vous donne. C'est statistique. Son vécu qu'on vous donne. Maintenant, il peut gagner la Coupe d'Afrique, comme il peut la perdre. Mais au moins, on aura dit ce que l'homme est. Maintenant, si ça gêne certaines personnes, OK. Mais voilà. Et quand je prends le président Idriss Diallo, oui, quand il fait la comparaison entre Henri Michel en 2006 et Jean-Louis Gassé en 2022 pour 2023, le président Idriss Diallo oublie
qu'en 2006, il y avait une équipe qui a été formée pour gagner pour aller en Coupe du Monde. C'est les académiciens de la SEC, avec Didier Drogba. On a vu les performances de cette équipe. Jusqu'en 2015. On a bénéficié. Mais ce n'est plus la même génération de joueurs. Les données ont changé. C'est pour ça que nous disons, qu'il aurait fallu réfléchir par 3 fois avant de choisir Gassé, parce que son CV ne plaide pas en sa faveur. D'accord. Voilà. OK. Je vous ai bien écouté, messieurs. Monsieur Gassé, que vous voyez à l'écran, en tout cas, vous entendez aussi ce que les consultants disent. Hein. Il ne faut pas me regarder comme ça. En tout cas, faites un effort. Mais vous avez été choisi. Bon, on vous regarde. Sébastien, alors, monsieur, oui. Petite parenthèse. Notre rôle de journaliste, c'est d'éclairer l'opinion. Oui. On n'est pas obligé d'avaler tout. Il faut qu'on mette la contradiction. Et puis, avec des arguments. D'accord. Il y a des Ivoiriens qui nous regardent. Il y a pas de On a problème. une échéance importante qui est la CAN. D'accord, on ne doit pas avaler 69 ans un entraîneur qui n'a jamais connu l'Afrique et dit c'est bon. D'accord, c'est... Alors, Sébastien, moi, je voulais réagir aussi pour dire que... Il dit une chose et son contraire. Je n'ai pas dit son contraire. Il a cité plein d'entraîneurs qui ont été pour la première fois en Côte d'Ivoire ou qui ont été en Afrique et qui ont fait des résultats, qui n'ont pas forcément eu, comme il entend, cette culture africaine. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Avoir cette culture africaine, je ne sais pas. Dans ce cas-là, il ne faudrait plus appeler les entraîneurs européens, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Mais il y a des c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai rien contre... S'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Okay. Voilà. Je ne suis pas contre le fait qu'on embauche des entraîneurs locaux. Je suis pour. Et ça, je le dis. Mais je dis qu'on ne peut pas dire sur un plateau de télévision qu'un entraîneur, il ne connaît pas la culture africaine. Qu'est-ce que c'est que la culture africaine? Mais c'est pas la même Quand chose. on parle de préparation, aujourd'hui, le football a évolué. On parle de préparation. Vous pensez que les 2 équipes nationales se préparent aujourd'hui comme on s'est préparé en 1960? On s'est préparé comment pour aller au Japon? On s'est préparé comment pour aller au Japon, aux Jeux Olympiques? Non, monsieur Serge Dakouri. Je lui donne un exemple. Non, monsieur Serge Dakouri. Aïdara Choualio qui est allé en finale au Japon s'est préparé. Monsieur Serge Dakouri. Oui. Vous écoutez. On vous a religieusement écouté. Donc je lui donne un exemple. Non, on vous a écouté. Aïdara Choualio. Alors vous laissez l'autre équipes qui vont participer à la CAN ou au Mondial, on sait dans quelles conditions elles se préparent. Les moyens sont mis à disposition pour préparer les équipes là. Parce que de plus en plus, il y a de nouveaux métiers qui sont dans le football. Il y a des techniciens qui viennent. Il y a des appareils qui sont conçus pour permettre, n'est-ce pas, à ces joueurs-là d'être performants. Donc il ne faut pas qu'on nous fasse croire sur un plateau de télévision que les Africains sont restés comme en l'an 625, qu'on est des sauvages, qu'on joue sur des pelouses. Non, il faut arrêter ça. De plus en plus, les pelouses africaines sont en train d'être soignées. Et les fédérations s'y mettent. Au Sénégal, par exemple, Sadio Mané a tapé du poing sur la table pour qu'on leur mette une pelouse digne de celle sur laquelle il joue en Europe. Mais de plus en plus, les mentalités sont téléchargées. Il ne faut pas qu'on fasse croire qu'en Afrique, c'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie en Afrique. On n'a pas dit que c'est la sauvagerie. C'est en 2022 qu'il tape sur la table. Il parle d'une génération de 68 et de 70, entraînée par Sneager, constituée de joueurs locaux. Ah bon, d'accord. Et je vais remonter là-dessus. Comment un entraîneur qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique, qui vient pour la première fois en Afrique, a pu s'adapter à des joueurs locaux? Elle a fait jouer jusqu'à les envoyer en demi-finale par 2 fois. C'est la rigueur. Alors qu'aujourd'hui, tous nos joueurs évoluent en Europe. C'est la rigueur. Tous nos joueurs évoluent en Europe. Si on veut suivre votre logique, donc autant prendre les locaux pour aller jouer la carte. Comme ça, là, on est de la culture africaine. Une expertise africaine. On n'a plus besoin de professionnels pour aller jouer la carte. On prend des joueurs locaux. S'il vous plaît, vous avez parlé, vous écoutez. Vous avez parlé, vous écoutez. Voilà, soyez un peu discipliné. S'il vous plaît. Voilà. Dans ce cas, si on vous écoute, on prend que les joueurs locaux. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On dit un entraîneur qui a une expérience africaine. C'est la culture africaine. Une entraîneur qui a une expérience africaine. Quelle expérience africaine? On parle du football mondial. Le football a évolué. Tous les joueurs évoluent aujourd'hui en Europe. Ils jouent au haut niveau. Ils jouent la Ligue des Champions. Vous parlez d'expérience africaine. De quelle expérience africaine vous parlez? Même oui. D'accord. Alors, monsieur, une autre question. C'est pas dommage. Pas de CAN pour les entraîneurs locaux, échec ou dure réalité du terrain. Monsieur Tchétché. C'est dommage. C'est dommage parce que quand on a des garçons comme Choualio Aïdara ou même Zahou François, on ne devrait pas aller chercher loin, comme on dit chez nous, ce qui est tout près ici. Choualio Aïdara a largement les capacités, et nous l'avons dit ici, il a entraîné toutes les catégories de jeunes en équipe nationale. Il est allé en quart de finale de la Coupe aux Jeux Olympiques. On sait comment ça s'est terminé. On sait d'ailleurs comment ils se sont préparés avant de partir. Et donc, un entraîneur comme ça, c'était l'occasion de lui donner la chance d'entraîner les seniors.
Voilà. Surtout que dans la vision du président de la FIF, lui, c'était au moins les demi-finales qui l'intéressaient. En plus, aujourd'hui, on va aller certainement dans la composition de l'équipe que Gasset va certainement convoquer. Personne n'est dans une boule de cristal, mais on aura certainement 40 à 45% des Olympiens que Aïdara a coaché. Je trouve que c'est simplement dommage qu'on ne fasse pas confiance à nos frères, parce que c'était une belle occasion de mettre Aïdara à l'épreuve que de nous importer un sélectionneur. D'accord. Vous avez je rebondis sur Aïdara parce que tout le monde sait dans quelles conditions il s'est préparé pour aller au JO. Je pense qu'il n'y a pas de secret. De Yopougon au Japon, de Nyangon, de Songon au Japon. Pas cet exemple-là. Non, laissez-moi finir. S'il vous plaît, c'est un exemple qui est vivant. Parce que ne dites pas cet exemple. C'est comme si ce n'était pas vrai. Il est parti de Yopougon pour aller au Japon pour arriver à quart de finale. A-t-il une boule de cristal? Dans quelles conditions s'est-il préparé? Les Jeux Olympiques, c'est récent. Une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est préparée dans les conditions calamiteuses pour arriver au Japon. Ils ont réussi un exploit. C'est pour dire qu'en 2021, aujourd'hui, nos élections ont des difficultés. C'est un exemple récent. Donc c'est pour parler de cela. Okay. Deuxièmement, eh bien, les entraîneurs locaux ont de la qualité, pourvu qu'on leur fasse confiance. Quand vous voyez le parcours d'Aliou Cissé, c'est bien un entraîneur qui a eu les Olympiques du côté du Sénégal. Et dans la constance d'Augustin Senghor, progressivement, il lui a donné la chance de pouvoir entraîner la sélection A. Donc je veux dire qu'il a été patient. Il a eu la génération de 2012 de Moussasso, et par la suite, d'Idrissa Gana Gueye. Par la suite, on lui a confié les rênes de l'équipe. Il n'a peut-être pas gagné la CAN puisqu'il a été finaliste. Par la suite, il a gagné la CAN. C'est un entraîneur qui a connu une progression à l'image à l'époque de Kamara Ibrahim, qui avait les U17. Qui ont gagné la Coupe d'Afrique des U17 en 2013, je crois. Donc, 2013. Donc, je veux dire, dans la constance, normalement, un homme comme Aïdara, qui a eu des gamins depuis 2016 et depuis longtemps, depuis le Udon, devait être, après l'antichambre, devait être devant pour récupérer ce poste-là. Maintenant, a-t-il la carrure? A-t-il les épaules pour cela? Parce que c'est une pression énorme. C'est une autre question. Mais ce qui est sûr, l'exemple palpable, on l'a vu coacher contre le Japon, au Japon, contre le Brésil, contre l'Espagne, qui sont des nations majeures du football mondial. Il n'a pas démérité. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Et donc, je veux dire que c'est une valeur locale qu'on pouvait mettre en relief avec cette génération qu'il a, les Yves Dabila, les Doumbia Idrissa, les Youssoufou Dao et autres. C'est U23 qui ont fait plaisir aux Ivoiriens. D'accord. Voilà. Mieux, c'est U23 là qui coachait. Il ne va plus les coacher puisque c'est Kessé et Faye qui va les coacher. D'accord. Donc, Aïdara, votre réaction? Voilà. Alors, c'est pas si on parle d'échec des entraîneurs locaux, c'est un échec qui est partagé à tous les niveaux. D'abord, les instances fédérales qui se sont succédées à la tête de la Fédération ivoirienne de football, parce que jamais il y a eu une politique assez claire pour mettre en avant nos sélectionneurs nationaux. Chaque fois qu'on a bien un sélectionneur national, on s'est dit, bon, on va l'essayer pour voir ce qu'il peut faire. Mais il n'y a pas derrière un vrai projet pour accompagner. Pourtant, ces gens-là, ces techniciens-là sont formés par la DTN. Et quand ils ont les diplômes, il faut leur donner des sujets, il faut leur donner la possibilité de pouvoir entraîner. La preuve, c'est Kamara Ibrahim, qu'on a brûlé après une CAN, quart de finale contre l'Algérie, un match, j'ai dit mémorable, mais on a fini par le virer après un quart de finale, alors que son prédécesseur avant lui, n'avait pas fait mieux. Donc voilà, pour moi, il faut une vraie politique. Quand je parle des instances fédérales, je dis qu'à un moment donné, on a participé à brûler ces entraîneurs locaux-là. Mais il y a aussi également nous, les journalistes. Nous n'avons pas accompagné cet élan nationaliste-là des entraîneurs qui sortent des écoles qui ont besoin d'avoir des équipes nationales à entraîner. Et on n'a pas contribué à cela aussi. Et c'est cela aussi, je pense que les responsabilités sont partagées et il faut assumer les responsabilités. Aujourd'hui, si on veut confier une sélection, qu'elle soit cadette, qu'elle soit junior ou senior, à un local, il faut mettre les moyens, il faut lui donner toutes les conditions pour qu'il puisse exercer son métier comme il se doit. Zawi François est passé, il nous a envoyé jusqu'à la CAN, il a été viré, on ne saura jamais quels ont été les tenants et les aboutissants de ce limogeage-là. Kamara Ibrahim est le dernier à faire les frais. Et Kamara Ibrahim, je voulais rebondir sur lui. Depuis qu'il a été limogé, mais regardez, on a du mal à se qualifier pour les compétitions de jeunes. Parce que la dernière fois qu'on s'est qualifié pour ces compétitions-là, c'est sous Kamara. On allait jusqu'à gagner la CAN des cadets. Mais depuis lors, on a du mal à se qualifier parce qu'il y avait un projet qui avait été mis depuis Kamara, avec les U13, les Dibou Maïga, les Franck Kessié. C'est une génération qui aujourd'hui se retrouve en senior. Parce qu'il y avait un vrai projet. Et ce projet-là, c'est le genre de projet qu'il faut pérenniser en Côte d'Ivoire
poursuivre. Parce que la recette, elle est là, elle est connue. Les Allemands l'ont fait en 2014. Les Français l'ont fait en 1998 et en 2022. Les Espagnols l'ont fait entre 2010, 2012. Ils ont gagné. Et 2008, ils ont gagné. Donc, les exemples sont là. Il faut suivre. Il faut qu'il y ait cette traçabilité. Il faut qu'il y ait ce fichier-là qui puisse nous permettre de retrouver ces joueurs. Alors, monsieur, on reste dans le même schéma, mais il y a une question. Moi, je ne sais pas. Hein. Je me dis quand même que, à partir de ce que nous avons entendu, le comité des décideurs, des entraîneurs et du sélectionneur, enfin le sélectionneur et puis son adjoint, je crois savoir, enfin peut-être que je me trompe, je crois savoir qu'il y avait quand même dans ce groupe M. Kaye Oulaï, qui est président de l'association des entraîneurs. Association des entraîneurs. Il y avait Alain Guaméné. Je me dis donc que ces deux personnalités n'ont pas réussi à défendre les locaux. Puisqu'ils faisaient partie de ceux qui doivent choisir. Oui, écoutez, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur pour nos entraîneurs locaux. Vous l'avez souligné, Kaye Oulaï est le président des entraîneurs ivoiriens. Alain Guaméné, il est entraîneur, donc il fait partie des entraîneurs locaux. On nous dit qu'il était... Cyril Domoro est dedans aussi. Cyril Domoro était dedans. Si c'est confirmé... je ne suis pas sûr qu'Alain Guaméné fait partie des candidats au poste des sélectionneurs. Non, pas au poste du comité de réflexion. Du choix. C'est pour ça qu'elle me pose la question. Comité de réflexion. Oui. J'allais dire le comité qui était appelé à statuer sur la sélection des entraîneurs. C'était toi. Alors, toi s'il y a Alain Guaméné, ça montre déjà... C'est un mauvais signe, puisqu'on nous dit qu'il est dans cette commission, mais en même temps, il a postulé. Ah non, parce que la liste qu'on a vue, la liste qui a circulé... Après, il y a le nom d'Alain Guaméné dessus. Parce que quand le voilà, à moins que ce soit un fait, mais il y a le nom d'Alain Guaméné dessus. Donc, j'ai pu voir je pense que eux, là, comme vous dites, ils auraient été les meilleurs ambassadeurs des entraîneurs ivoiriens auprès de ce comité, du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. À la vérité, ça n'a pas été le cas, puisque ce sont deux entraîneurs, un ivoirien, mais qui vit en Europe, et un autre français, qui ont été choisis. Mais c'est un véritable coup dur. Et ça, moi, je ne l'accepte pas, personnellement. Je ne l'accepte pas parce que je me dis que quand on a des gens munis, qui ont des diplômes, qui se battent matin, midi, soir pour avoir leur diplôme, pour avoir des responsabilités, et qui donnent les preuves qu'ils peuvent faire le boulot pour lequel ils ont été formés, qu'on les laisse pour aller chercher ailleurs, moi, ça me choque. Alors, messieurs, je vous ai écouté sur ce sujet. Il y a un deuxième sujet que nous allons aborder. Nous avons décidé donc à la conférence de rédaction le choix de ce sous-thème parce qu'il faut faire très, très, très attention. Nous sommes sortis du Conor il n'y a pas longtemps, mais liste de Sassandra Ligue professionnelle, nous avons l'impression qu'il y a une crise ouverte parce que le week-end dernier, il y a eu en tout cas une situation qui ne nous honore surtout pas. Alors, nous avons décidé d'en parler parce que ce n'est pas le moment qu'on nous indexe encore sur certains dérapages au niveau du stade Robert Champroux. En réalité, c'est le seul stade qui nous reste en ce moment. Alors, M. Tchétché-Aimé, la situation, parce qu'il y a eu quand même des gaz lacrymogènes qui ont été projetés le week-end dernier. Quelle est votre réaction face à cette situation? Parce que ça commence à prendre une tournure quand même. Oui, alors il faut s'en inquiéter. Mais en même temps, il faut comprendre les gens qui viennent au terrain, ceux qu'on appelle supporters de l'Is de Sassandra. Ce sont des gens que je respecte, mais ce ne sont pas des supporters. Ce sont des sympathisants. Ce sont des sympathisants de l'équipe de Sassandra. Vous allez voir parmi eux tous, la majorité appartient peut-être à l'Africa, à d'autres clubs du pays. Parce qu'un groupe de supporters, ça s'organise. Regardez l'exemple de la SEC Mimosa. Si le mur jaune de la SEC Mimosa commet un délit au stade,
on peut les identifier tout de suite. Les supporters, les sympathisants de Sassandra, moi je les comprends. Ils viennent supporter ce club, mais ils ne connaissent pas l'histoire de ce club. Beaucoup ne savent pas que cette équipe est jeune et qu'elle vient de la deuxième division. Et que ses performances vont de façon graduelle. C'est une équipe qui n'a pas de star en son sein. C'est une équipe qui apprend, j'allais dire, entre guillemets, les dures réalités de la Ligue 1. Parce que c'est difficile. Hier, ils ont joué contre la SEC Mimosa, ils ont perdu. Une équipe aguerrie de la SEC Mimosa. Aujourd'hui, ils ont joué contre le Sporting Club de Gagnoa. Une équipe du Sporting Club de Gagnoa qui regorge des gens qui ont 10, au moins 15 ans ou 10 ans dans le championnat ivoirien. Et qui occupent la deuxième place. C'est-à-dire que si la SEC flanche, c'est eux qui prennent la place tout de suite. Parce qu'ils sont plus en forme que toutes les autres équipes. On ne peut pas le mettre face à l'Is de Sassandra et espérer une victoire de l'Is de Sassandra. Même si on dit. Et donc, oui, les gens sont énervés parce qu'ils ne connaissent pas l'Is de Sassandra. Ils ne connaissent pas l'équipe. Pour eux, ils viennent au terrain, ils doivent voir l'Is gagner. Peut-être pour narguer certaines personnes, je ne sais pas. Mais c'est ça. Et or, ils viennent, et l'Is ne joue pas bien, l'Is ne gagne pas. Voilà les raisons de leur colère. C'est ça. Mais non, moi je pense qu'il faut mettre le pied dans le plat et expliquer la situation. Il faut mettre le pied dans le plat. Les Ivoiriens nous écoutent, il faut dire la frustration est née de l'élection. Idriss Diallo a été élu, Didier Drogba a perdu, Sori Diabaté a perdu. Aujourd'hui, ces gens qui soutiennent le Lys de Sassandra sont des gens qui estiment que le Lys de Sassandra est le seul club de Ligue 1 à avoir soutenu Didier Drogba. Et comme cette marge on connaît les populations africaines aujourd'hui de 17 à 25 ans, constituent 70% de la population. Et donc ces jeunes-là sont les adeptes aujourd'hui des nouveaux créneaux, nouveaux créneaux de communication, notamment Internet et les réseaux sociaux. Et donc, pour montrer, ils ont dit, on nous dit que c'est 81 personnes qui votent. OK, nous on va montrer aux gens que c'est la population qui va au terrain. Et donc c'est leur manière pour eux de montrer leur soutien à Didier Drogba. Donc, remarquez que dès que le Lys joue un match, on voit ces nouveaux supporters là venir au stade. Malheureusement, on n'arrive pas à les canaliser. Je pense que si on est ingénieux, il faut capitaliser cela. Nous, on commente les matchs tous les week-ends au stade Robert Champoux, Sébastien. Le premier match contre le Lys, contre la SEC, nous, on était au terrain. Ça veut dire que nous sommes des acteurs majeurs, nous étions dans les tribunes. Il y avait 12 000 personnes au stade. Il y avait 9 000 dans le stade et 3 000 au dehors. C'était du jamais vu au stade Robert Champoux, pour une capacité de contenance de 1 000 à 2 000 personnes. Pourquoi une population ivoirienne se déplace pour un match à SEC Lys de Sassandra à cause d'un individu? Didier Drogba est venu au stade. Pour qu'il rentre, il a fallu 1 heure de temps pour qu'il rentre dans le stade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Didier Drogba attire du monde. Et ce monde-là, ce sont ces jeunes-là qui se reconnaissent en lui. Et comme le Lys a été le seul club qui l'a soutenu, et donc tous les matchs du Lys, ils sont là-bas. Moi j'étais au stade lors du match contre la SEC. C'est le Lys qui avait ouvert le score à la 8e minute par un certain Dohou. J'ai commenté le match. C'est en deuxième mi-temps, la SEC avec son expérience, l'a emporté 2-1. Le deuxième match, j'étais contre Korogo, c'était 0-0. Le troisième match contre le Sporting, j'ai commenté le match d'avant Asie contre CO Korogo. J'étais dans les tribunes. Donc il y a un phénomène. On pensait que ça n'allait pas durer, mais ça a perdu. Regardez qu'ils soutiennent aussi Denguélé. Ils ont mis 6 cas pour aller supporter Denguélé et Denguélé a gagné son match. Ils nous ont dit que tous les clubs qui supportent Didier Drogba, ils vont venir en masse pour apporter les valeurs ajoutées. Comme ils ne peuvent pas voter, au moins ils vont montrer leur soutien aux clubs qui ont voté Didier Drogba. C'est ça la vérité. Maintenant, il faut canaliser ces gens. Il faut capitaliser cela. Si on est ingénieux, puisqu'ils payent des tickets, ça fait rentrer des recettes. Maintenant, il faut utiliser les créneaux pour pouvoir canaliser ce monde. Parce que c'est du jamais vu. Ils viennent, regardez ce qu'ils font. Oui, il y a 2 matchs. Le match de Lys, c'est à 18h. Ils payent leur ticket. Ils attendent. Ils ne regardent pas le premier match. Ils attendent que le premier match finisse. Et ils rentrent au deuxième match en disant, nous, on ne vient que voir Lys. Si Lys finit, nous, on s'en va à la maison. Mais c'est du jamais vu. Je veux dire, il y a un monde nouveau qui vient au stade, supporter, qui étaient des hommes de Didier Drogba. Les clubs qui ont soutenu Didier Drogba sont supportés par ces gens-là. D'accord. Alors, il faut trouver la formule pour pouvoir les canaliser, faire rentrer des recettes et voir comment
vendre la Ligue 1 parce que ce sont des spectateurs qui payent des tickets. D'accord. Voilà. Sébastien, les plus heureux, Voilà. ce sont les responsables de la fédération. Je dirais, de voir autant de monde venir, C'est c'est dans jamais la vu. mobilisation, là, vraiment, il est à saluer parce qu'on les voit à chaque match de liste. Ils sont là pour témoigner leur reconnaissance au président Dia Mamadou parce qu'il a soutenu Didier dans les élections. Sauf que les élections sont terminées et nous, on veut voir ce public-là au terrain, on veut voir ce public-là à tous les matchs. Maintenant, ce qu'il faut craindre et ce qui est regrettable, ce sont les incidents qui... La violence, voilà. Ce sont Il faut les canaliser. les violences, Voilà. les injures, les propos discriminatoires, mais qui sont passibles de sanctions. Il y a une batterie de sanctions qui est prévue au cas où les supporters se rendent coupables de ces sanctions-là. Ce n'est pas normal qu'après une élection, c'est vrai qu'il y a la frustration, on l'entend bien, on le comprend bien, mais ça ne doit pas aller dans la violence verbale. Parce que ça, on est d'accord. les supporters de Lys ont lancé des projectiles sur les joueurs de la SEC. Ils ont caillassé le cas, ils ont tenu des propos injurieux à l'encontre de Maître Jouigné. Et ça, c'est pas sportif. Ça, c'est condamnable. Quand on vient au stade, c'est pour passer des moments agréables, de faire de courtoisie. Le football, c'est une fête. On est surpris, on est agréablement surpris de voir autant de monde sur les matchs de Ligue 1. Mais après, il faut que les violences cessent. Parce que c'est Lys qui va en faire les frais. Parce qu'après, on va sanctionner le club, on va lui retirer des points, on va lui coller une amende. Ça, c'est après, condamnable. Ça va jusqu'au même à des matchs à huis clos. Voilà. Et ça, c'est pas bon pour le football ivoirien. Je pense qu'à l'orée de la CAN que ça peut être organisé, on doit donner une bonne image. C'est vrai qu'on est frustré, c'est vrai qu'on est déçu de ne pas avoir vu Didier Drogba, président de la fédération, mais le football doit continuer. Le football est une fête. Peut venir au terrain, mais il faut arrêter avec les violences physiques. Ça, on est d'accord, mais il faut quand même montrer le phénomène. Alors, messieurs, nous sommes dans la dernière partie de cette émission. On va revenir, c'est vrai qu'on a parlé des éléphants, ensuite on a fait un clin d'œil pour parler un peu de la Ligue 1. Nous allons revenir largement sur ce fait, mais avec la présence certainement du président de la Ligue professionnelle, parce qu'aujourd'hui, on doit passer à une autre vitesse. Alors, avant de partir, on va revenir sur ce qu'a dit monsieur le président de la Fédération ivoirienne de football, parce qu'on ne pourra pas terminer cette émission si on ne parle pas de ce sujet. Il nous a dit comme ça qu'au cours de sa conférence, pour donner le nom du nouveau sélectionneur, que la mission, c'est d'aller jusqu'en demi-finale, si possible. Si on a la chance, on peut gagner. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est pas toujours dit que le pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations gagne? D'ailleurs, même, ça n'existe même pas. Alors, c'est vrai que peut-être que le président, en disant ça, il n'a pas beaucoup fait attention, mais le tableau que nous avons nous indique qu'il y a eu quand même des dates précises où des pays ont organisé et remporté. Donc ça veut dire que nous aussi en Côte d'Ivoire, si nous organisons la CAN, vraiment c'est pour remporter. Ouais. Non, c'est clair. C'est pour remporter. C'est clair. Parce qu'en 1963, le Ghana a organisé et remporté. Oui. 1986, l'Égypte, ça ne figure pas, mais l'Égypte a organisé avec le Mohamed El Khatib, Abdel Ghani, le gardien El Battal, c'est ce que vous avez dit, qui ont remporté. Oui. 1990, l'Algérie. Oui. Ensuite, 1996, l'Afrique du Sud. Oui. Et puis, 2006, l'Égypte. Voilà. Alors, donc, on peut organiser et puis gagner. Hein. Oui, on peut organiser et gagner. Voilà. C'est clair, là, il n'y a pas de débat dessus. Allez-y, ça va être votre conclusion. Non, moi je dis, il y a une pression énorme. La Coupe d'Afrique est une compétition particulière. Il y a la pression, il y a le public, il y a des équipes en présence et il y a des poules. Et donc, quand vous voyez cela, quand vous prenez ce nom, Hassan Chiata, c'est un monsieur qui a gagné plusieurs CAN. Cet Égyptien-là, il a gagné plusieurs CAN. Je veux dire qu'il y a des coachs qui savent quel est le langage. Même Hervé Renard, que vous voyez qui a remporté, il était dans l'antichambre de Claude Leroy. C'est Claude Leroy qui fait venir Hervé Renard de l'Europe pour le mettre avec lui au Ghana. Donc je veux dire, il a vu comment ça se passe. On peut avoir ses diplômes, mais en Afrique, on ne joue pas de la même manière qu'en Europe. D'accord. Donc, attention, on est libre de dire qu'on n'est pas d'accord sur le choix. Maintenant, on va le juger sur pièce en disant que, eh bien, cet entraîneur ne mérite pas, parce que quand on a vu la liste des autres, il y a d'autres qui sont plus outillés sur la scène africaine. D'accord. Voilà. En conclusion, je voudrais revenir sur le cas Emes Faye, rapidement. Oui. Il avait déjà été approché au temps de Sidi Diallo pour être sélectionneur adjoint.
Malheureusement, il a refusé cette offre parce qu'il se disait encore pas prêt. Aujourd'hui, il est prêt. Il va collaborer avec Jean-Louis Gasset. Mais est-ce qu'il aura vraiment la possibilité de dire son mot? Parce que, généralement, les sélectionneurs européens, quand ils viennent avec leurs adjoints. La preuve, selon nos informations, il vient déjà avec ses 2 adjoints qui seront Printemps et Grange. Jean-Louis Printemps. Jean-Louis Printemps et Ghislain Printemps. Qui était avec Printemps et Grange. Ouais. Il a travaillé avec eux. À Saint-Étienne. Il va venir. Ouais. Quelle sera la place de Faye? Comment va-t-il apprendre? Est-ce qu'il ne sera pas là que pour aller avec les U23? D'accord. Alors, à vous, messieurs? Moi, je pense tout simplement que le président de la Fédération, dans sa déclaration lors de la conférence de presse, a été clair. Je pense qu'on est en train de préparer le lit pour un entraîneur local, en la personne de Faye et Metz. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Parce que quand j'ai écouté Faye et Metz sur les ondes d'une chaîne cryptée, il a bien dit qu'on a adjoint Jean-Louis Gasset à mes côtés. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je pense que Faye, pour moi, c'est l'avenir du football ivoirien. Après, je veux dire, il faut accompagner l'entraîneur dans son élan. Je ne dis pas qu'il faut le soutenir à toute va, qu'il ne faut pas être d'accord avec tout. Chacun a sa façon de voir les choses. C'est clair, on n'est pas ici pour penser de la même façon. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. On a un entraîneur qui a été nommé, il n'y a plus de débat là-dessus. On peut critiquer. De toute façon, la nomination des entraîneurs a toujours fait débat. Maintenant, c'est au pied du mur qu'on va juger le maçon, tout simplement. Mais je vais insister pour dire qu'il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football latino, football européen. Il y a un seul football qui est pratiqué. Merci beaucoup à vous, messieurs. On retient également que le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Gasset, est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qu'il y aura une conférence de presse pour cette rencontre Côte d'Ivoire-Zambie qui va se jouer donc à Yamoussoukro la semaine prochaine. On souhaite vraiment beaucoup de chance à M. Gasset pour votre début, votre premier match, et on espère que vous allez remporter cette rencontre pour que le mercredi prochain, je sois là devant Seyd Dakouri et M. Tchétchémé pour avoir le grand sourire. Je suppose que s'il ne gagne pas, ça veut dire que c'est si jamais ça ne passe pas, eh bien, on va prendre un autre présentateur. Moi, je ne serai pas ici. La Côte d'Ivoire, c'est sur des particuliers. Merci en tout cas, messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Ben Boka Séraphin. Merci et bonsoir à vous.